toutes et à tous, c'est Hermès, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez apprécié la vidéo d'hier. On va parler Bitcoin aujourd'hui, on va parler DXY, on va parler du petit trade perdu. On va en parler bien sûr ensemble. Il y a un petit diamant qui est en train de se mettre en place en horaire, donc éventuellement jouable puisqu'il vient d'être confirmé il y a 1 heure maintenant, donc difficile à jouer bien évidemment. On est dans un environnement relativement baissier, voire incertain, une forme de panique. On perd des lots notamment sur le Nasdaq. Est-ce qu'il faut vraiment s'en inquiéter ? Tout se passera bien évidemment demain dans une grande partie d'une forme de résolution possible par rapport à la suite de la politique monétaire de la Banque fédérale américaine. On va bien sûr en parler ensemble dans cette vidéo et puis je vous montrerai 3 petites choses très intéressantes sur des news qui sont passées. J'aimerais vraiment vous en parler, comme ça permet de ne pas rester ultra technique et d'essayer de prendre un peu de recul par rapport à ce qui est en train de nous arriver. Est-ce que c'est bon signe, est-ce que c'est mauvais signe ? On en parle maintenant. Avant de commencer, je vous invite toujours à rejoindre le Discord des rois du marché. Le lien sera dans la description. José qui nous partage que le Fear and Greed est repassé dans l'extrême peur. Et c'est dans l'extrême peur que généralement on pose des bottoms de marché. Et dans l'extrême greed, donc l'euphorie extrême, qu'on pose des tops de marché. Donc on se rapproche doucement mais sûrement, voire nous y sommes sur des fameux bottoms de marché. Il y aura un gros catalyseur. Ce sera donc demain. Vous y trouverez également une stratégie qui s'appelle la stratégie des 4 euros. N'hésitez pas à l'utiliser, vous en imprégner, vous en inspirer pour vous aussi trouver votre propre style d'investissement. Personnellement, je l'utilise depuis plusieurs années et m'offre d'excellents résultats, que ce soit sur le court, moyen, long terme, voire très long terme. Je suis plutôt investisseur personnellement, mais ça n'empêche qu'on peut aller en 1 heure sur le Bitcoin et regarder ce qui est en train de se faire. Il y a beaucoup d'héliotistes, notamment Luxm, qui peut éventuellement encadrer un bottom ici sur les 18 800 $, me semble-t-il, voire un peu plus profondément. On a vraiment une 1, 2, 3, 4 qui s'est positionnée, donc on va le refaire ensemble. Ça a été partagé, et d'ailleurs, je tiens à le souligner parce que je recommande chaudement d'aller voir les vidéos de Crypto-Monnaie Analyse, qui est spécialiste et expert en Elliott Wave depuis maintenant de très nombreuses années. Lynx partage les choses en avance sur le Discord, donc c'est assez semblable à sa méthode, puisque les Elliott Wave, il n'y en a vraiment pas 36 quand on met en réalité les petites cases au bon endroit. Et c'est plutôt intéressant à observer, et Lux nous l'avait partagé hier, donc je vous le remonte, comme ça tout le monde peut le voir, parce que je sais que vous n'avez pour beaucoup d'entre vous pas le temps d'aller régulièrement sur le Discord. Où est-ce que c'est les Elliott Wave ? Je ne sais plus. Voilà, c'est ici, 1, 2, 3, 4, 5, on va les prendre ici, donc 1, 2, 3, et ici, la 3 sur les 1, 618, 4, et potentiellement 5, juste là, pour aller chercher notre fameux biseau ici, ou notre petite oblique, juste là. J'ai toujours des objectifs, voilà, aux alentours d'une zone de rechargement de vente logique. Je ne suis pas contre aller chercher relativement rapidement les 21 125 $ pour pouvoir éventuellement invalider des formes de triangle de contraction. Je sais que beaucoup y sont actuellement, mais les invalidations seraient potentiellement un break sec et franc au-dessus des 20 500 $. Donc ça, c'était très intéressant. On peut le rappeler très rapidement. Si les 2 sont fortes, les 4 sont faibles, bien évidemment. Et on avait, en fait, c'était vraiment chirurgical, cette histoire-là, par rapport à cette 3-là. Je sais que beaucoup ont essayé de prendre le play, ici, exactement sur les 1,618. Touc, ça rebondit. On vient pas mettre en danger les vendeurs. On vient exactement chercher un 200, je sais plus c'est combien au niveau des Elliott Wave sur les numéros 4. Je vais essayer de mettre ici mon petit Fibo. Voilà, les 786, mais c'est voilà, les 21,4, exactement venu dessus, ou les 23,6. Je crois que c'est les 23,6 chez les Elliott Wave. Donc c'est pas venu chercher les 3,82. Bon, malheureusement, on attaquera à la baisse. C'était plutôt prévisible pour le coup et on va essayer de décharger. Néanmoins, il y avait quand même un petit trade à prendre. Mais juste avant de vous en parler, je vous parle de ce triangle de contraction. Ici, un diamant, qui est en train de se positionner. Donc il est complètement jouable, ce petit triangle. Vous l'avez ici, au niveau du breakout, juste là. Et la confirmation d'une divergence, parce que j'aime beaucoup en fait avoir des confluences. Donc j'attends des divergences confirmées, et notamment en horaire. Et elle a été confirmée sur cette bougie ici, exactement sur les 19 120 $. On peut le regarder ici, vous avez des divergences qui se sont mises en place. Voilà, c'est clairement ici, vous avez des doubles divergences, voire triple divergences en horaire. Donc on peut aller chercher quoi ? On va pas aller chercher bien loin sur ce petit retracement, une petite respiration. On verra bien si Wall Street est plutôt motivé en cette journée post-apocalyptique sur les marchés financiers, notamment par rapport au CPI. On pourrait rechercher assez facilement les 19 460 $, 19 500 $, sans pour autant remettre en doute la performance de nos vendeurs à découvert actuellement, qui remettront bien évidemment sur leur short à ce niveau-là. Donc ça sortirait pas mal de vendeurs à découvert qui se sont mis un petit peu trop en levier x50, x100. Il y a des poches de liquidité qui se trouvent plus haut aux alentours des 20 000 $. Ça, on peut les retrouver quotidiennement sur le Discord des rois du marché. Parce que Marstouf 54 nous les partage très régulièrement. Au niveau du Bitcoin, c'est entre les 19 500 et les 20 000 $. Et au niveau d'Ethereum, beaucoup plus chaud. Au niveau des shorts, on se couvre actuellement sur ces contrats futurs, ici aux alentours des 1350, 1340 $. Donc il y a des grosses poches de liquidité à aller chercher. Honnêtement, je doute qu'on les laisse tranquilles, surtout à plus de 24 heures avant, entre guillemets,
la news, si vous voulez, au niveau du CPI, au niveau du taux d'inflation, niveau États-Unis. Ça, c'était super important. On continue très rapidement par rapport à ce petit trade que je vous avais partagé en suivi de tendance. Donc, ce qui est intéressant, vous vous rappelez ici, on est à peu près là. Je vous avais dit, c'est pas une bonne idée en fait d'acheter au niveau des hauts de range parce que généralement on vend les hauts de range et on achète les bas de range. Donc prendre des trades ici en tendance pour aller chercher les objectifs très proches des 21 100, 21 200, 21 500 dans une zone de rechargement de vente logique. En réalité, le play n'était pas très intéressant. On peut éventuellement attendre un pullback ou ça sur le premier arrêt. Vous l'avez ici au niveau des 382, on le voit pas très bien. Mais je vais vous le tirer un petit peu, vous le verrez beaucoup mieux. Voilà, juste ici, les 382, donc c'est le fameux premier arrêt. Et en fait, c'est plus intéressant d'aller chercher en réalité un trade en tendance dans cette toute petite dynamique haussière qui était en train de se positionner au niveau de notre Bitcoin en horaire, voire en 4 heures. Derrière, le trade potentiellement est pris. On met un stop plus ou moins serré. Donc là, c'était un levier potentiellement x30 par exemple. Hein. Je vais mettre $100, donc j'ai une position de $3000, 100 euros. Je suis prêt à perdre 0,5 ou 1% de ma capitale de trading. Donc c'est toujours 1%, pas plus, hein, dans une idée de trade, mais ça c'est la base, et si vous ne le faites pas, on se fait découper à très court terme en réalité. Donc on pouvait avoir un 3%, mais vous pouvez le mettre beaucoup plus serré, par exemple, le prendre un tout petit peu plus tard, parce qu'en fait ce trade avait été pris ici sur une toute petite divergence, notamment en horaire et en 30 minutes. Donc derrière il y avait une potentielle en fait retour haussier, il y avait Wall Street qui était quand même bien parti, notamment sur les futurs, c'était plutôt intéressant. Le trade a été pris, boum, perdu. Ok, on sort, il a été pris soit ici sur des confluences par rapport en fait, à un travail juste là au niveau du volume profile. On est parti chercher la liquidité sur des stops complètement évidents, vous les voyez ici comme moi, 19 942 $, et juste ici vous avez aussi une petite poche à 18 850 $, il me semble, sur les contrats futurs que ça a été pris, sur l'index ça n'a pas été pris, mais sur les contrats futurs ça a été pris, ça a été pingé, derrière ça sort. Ce qui permet aussi à d'autres traders qui cherchent quoi? Qui cherchent des zones de rechargement d'achat court terme. Donc ici on est bien dans une zone de rechargement d'achat court terme, juste ici, on va le marquer ensemble. Reload zone, il c'est où? Voilà, court terme, juste là, ok. Et puis derrière, on peut se positionner, capturer la liquidité des traders de tendance qui se trouvent ici, ils se font prendre leur stop, et ceux qui se font prendre permet à d'autres personnes de pouvoir rentrer dans un nouveau trade. Intéressant, dans une zone de rechargement d'achat, avec des confirmations, potentiellement sur des divergences haussières ou des choses comme ça, ou éventuellement sur de la news, hein. On peut très bien attendre demain, mais peut-être qu'on sera peut-être un peu plus haut sur et même si on a une bonne nouvelle demain au niveau du CPI, c'est toujours très difficile à prendre ces trades, mais c'est possible en réalité. Donc partez du principe qu'en réalité, il y a des opportunités toujours et tout le temps sur ce marché ou sur l'ensemble des marchés, et c'est pour ça que le prix ne fait pas que monter de façon unidirectionnelle ou baisser de façon unidirectionnelle, puisqu'il y a des plays à prendre tout le temps et partout, bien évidemment, en fonction de nos billets, que ce soit des billets psychologiques ou des billets de confirmation, bien évidemment. Donc il est aussi prenable, bien évidemment, ce trade, dans le même contexte, si vous voulez, au niveau des 3%, et si on se fait prendre, et puis moi, le mien, pour le coup, hein, si je devais prendre un trade, ce serait plutôt celui-là. Hein. Je me prends sur les 18 000 $ dans une énorme poche de liquidité. J'aimerais vraiment qu'on vienne chercher. Et ça permet en fait de corréler par rapport à des méthodes de wake-off, notamment sur un ST ici, juste celui-là, hein, pour aller chercher vraiment une poche de liquidité pour repartir très fort en haut de range. Mais celui-là, en fait, est complètement prenable. Il n'y a pas de problème sur les... on peut dire, je sais pas, 17 926 $. Vous mettez un levier plus ou moins agressif, hein, 5%, 10%... ou voire pas de levier, bien évidemment, hein, donc il n'y a pas de souci avec ça, mais le risque-récompense, en fait, est tout de suite excellent, en réalité, si on vient chercher ces zones de liquidité d'achat. Néanmoins, c'est très important ce que je vais vous dire, si le CPI n'est pas bon demain, on ne le joue pas, ne le jouez pas, parce que si ça commence à partir, à mon avis, ça peut partir très très fort, et là, j'ai entre guillemets plus confiance aux opérateurs, donc ce sera peut-être un excellent play en fonction de la direction qui sera prise, potentiellement demain, à l'annonce du CPI, et ça va être fait à la minute en réalité. Il y aura une énorme bougie verte ou une énorme bougie rouge ou un dark ball aller-retour, et il y aura de toute manière de la volatilité. Ça, on peut c'est garanti qu'il y aura de la volatilité. Mais s'ils sont pas bons, ne vous mettez pas en faveur contre ce mouvement, parce que ça peut vraiment pinguer très 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 fort pour aller chercher très fort et puis éventuellement repartir en vrai bottom. Je dis pas le contraire, hein, parce qu'on ne connaît bien évidemment pas l'avenir, mais il sera très difficile à prendre. On préférerait vraiment essayer de prendre une baisse et une perte de force, parce qu'on y resterait. Hein. Pour le coup, ça va pas faire comme ça. Ça existe que très très rarement, sauf s'il y a un gros crack, mais il n'y a plus des leviers x2, x10, x machin. Hein. Là, on est plutôt sur des volumétries ou sur des montants, si vous voulez, de risque qui sont beaucoup plus importants, à plus ou moins 20 ou 30%, même si c'est prenable bien évidemment, mais soyez vraiment très très vigilants par rapport à ça. S'il vous plaît, n'achetez pas le couteau qui tombe. Attendez vraiment éventuellement
une réponse du marché, une toute petite consolidation, et éventuellement prendre le break un tout petit peu plus haut sur une toute petite structure, même en horaire ou en 4 heures, si le marché nous le donne, pour éventuellement entrer dans ce trade et pouvoir repousser, si vous le souhaitez, et éventuellement le cours beaucoup plus haut, évidemment, et ce sera un très bon point d'entrée. Mais si vous n'avez pas de consolidation, si vous n'avez pas réellement des acheteurs qui se mettent en place, et s'il y a un panic sell, ne l'achetez pas, hein. Ça sert strictement à rien, parce que pour le coup, on pourrait aller beaucoup plus bas, direction les 15 000 $ sans aucun problème. Hein. Donc soyez très vigilants par rapport à ça. Mais je sais que beaucoup, en fait, ont joué dans ce bas de range, ce play, puisque en fait, le risque-récompense est très bon. Ça, c'était super important. On est plutôt content par rapport au DXY, puisqu'on est en train de travailler une zone de rechargement de vente logique, donc le cours au niveau du DXY repart extrêmement fort, et c'est respecté. On est bien dans une zone de rechargement de vente ici, et elle est plutôt respectée. On a eu une petite attaque baissière hier en fin de journée, derrière on est repoussé cette nuit, puis hop, on est en train de consolider, mais on est bien dans une zone de rechargement de vente logique, qui pourrait en réalité placer nos indicateurs et nos cours exactement là où on le veut, au niveau du dollar index. Est-ce que l'inflation sera bande? Est-ce que la Fed sera moins agressive? Donc bien dans une zone de rechargement de vente logique. S'il y a un taux d'inflation qui est très élevé, il est possible pour le coup que ça parte assez fort, hein, et résolution haussière, et on irait chercher des objectifs beaucoup plus gros, et que Bitcoin et les cryptoactifs ainsi que les marchés financiers peuvent éventuellement en découler. J'aimerais vous montrer quand même quelque chose avant de passer à la suite, parce que je pense que ça peut vous intéresser. Là, on parle pure technique au niveau du DXY. Vous savez, j'aime beaucoup vous montrer ces fameux ratios de 1 pour 1. Ces ratios nationels sur des structures en W weekly ou en W mensuel sont très prisés des institutionnels, et il faut vraiment partir du principe que, et il faut être certain, avec un C majuscule, que les opérateurs de marché, la smart money, prennent des profits sur ces ratios-là. Voilà, c'est des fractales qui se reproduisent très régulièrement. Je vais aller chercher en fait ici, au niveau de ma structure, par rapport à des énormes ratios de 1 pour 1 qui durent des années. D'accord, je vais aller chercher ici, regardez, c'est assez intéressant à observer. On arrive sur des tops de marché lorsqu'on met en place en fait des magnifiques structures, donc c'est clairement des structures très psychologiques, c'est W Weekly, on prend le pullback, on peut le prendre ici, ça a été rejeté là sur un magnifique support, enfin c'était une énorme résistance qui devient support, on le transperce, bon, beaucoup de volatilité, et derrière on va chercher un ratio de 1 pour 1, et vous voyez, on va pas chercher beaucoup plus haut, hein, on va pas chercher beaucoup plus haut l'histoire. Ça, c'est super important. Maintenant, on arrive dans le démon, 2009, 2012, 2015. On peut partir du principe que des opérateurs de marché, on se met exactement ici, on va chercher tout en bas, juste là au niveau de nos précédents bottoms. C'est intéressant parce qu'on a à peu près la même chose, 19,115, 19,253, c'est toujours très rigolo. Et on va chercher des ratios de 1 pour 1. Et bien regardez, on est en train de travailler la même chose en réalité. On commence déjà à prendre des profits ici, alors c'est assez fort, hein, je ne dis pas complètement contraire, mais dans l'idée, les opérateurs de marché vont obligatoirement commencer à prendre des profits ici, voire proposer une pattern de retournement, une structure de retournement. Mais en réalité, on est dans une fractale très équivalente. Et il est normal en réalité qu'on prenne des profits, notamment sur le dollar index, lorsqu'on dépasse ces fameux ratios de 1 pour 1. Donc imaginez, hors apocalypse financière, la Fed qui pète un plomb, enfin on peut imaginer tout ce qu'on veut, hein, aller chercher du beaucoup plus haut, 140, 150, 180, honnêtement je ne pourrais pas vous dire, mais techniquement parlant, on est plutôt bien en réalité. C'est pas ici qu'on commence à prendre des achats sur le dollar index si vous voulez. En fait le risque récompense est nul, et nul. C'est zéro, le risque récompense. Donc en fait, c'est impossible d'acheter du dollar ici si vous êtes sur le Forex. Et c'est très difficile aussi pour les opérateurs de marché, sur ces niveaux de valorisation, de sortir au niveau des marchés pour se mettre en dollars parce que le retournement est potentiellement proche pour eux. Et c'est ça aussi qu'il faut comprendre. Ok ? Donc je trouvais ça très intéressant, mais petite fractale qui est très éloignée dans le temps, hein, donc c'est plusieurs mois, voire plusieurs années de travaux, pour aller chercher des ratios de 1 pour 1, et puis on reste dans une dynamique de fond très long terme, baissière sur le dollar index. On avait fait un live dans ce sens-là, pour vous dire que Bitcoin n'avait jamais vécu un marché baissier sur le dollar index. Jamais. Depuis sa création, 2008, 2008-2009, le Bitcoin n'a jamais vécu de marché baissier sur le dollar index. Je suis très curieux de voir, parce qu'il y aura un marché baissier sur le dollar index, hein, c'est une certitude absolue, hein, le fondamental rattrape toujours la technique, et un marché ne fait pas que monter. Et je suis très curieux de voir comment le Bitcoin va réagir par rapport à un marché baissier de fond long terme, notamment sur les monnaies fiduciaires. La question reste ouverte, je pense que notre Bitcoin à $1 million n'est pas si éloigné que ça, d'ici 2-3 ans ou 4 ans, mais sur une vie d'investisseur, c'est bien évidemment très peu.
Voilà pour ça, je voulais vraiment vous montrer tout ça. On continue très rapidement. Par rapport aux petites news qu'on peut avoir, on va faire un tout petit peu d'order flow, il faut faire quand même gaffe parce que le ratio long short est quand même très en faveur des longs, on achète vraiment ce bas de range jusqu'à preuve du contraire, et on a des records d'open interest. Ça fait quand même sacrément flipper, hein, l'histoire. Je vais mettre en 4 heures, mais c'est impressionnant. Hein, vous avez vraiment par rapport au précédent 50 000 $, là, on s'était fait tous attraper, donc c'était pas, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, mais on a vraiment une explosion au niveau des open interest. Actuellement on parle de près de 10 milliards de dollars qui sont leveragés sur ce ratio-là, hein, donc c'est 3 milliards, mais on parle aujourd'hui plutôt de 10-12 milliards de liquidations possibles en cas de résolution de cette énorme contraction ou de cette réaccumulation ou phase de redistribution. Si redistribution, on devrait logiquement aller taper le dos du range incessamment sous peu, mais techniquement, ce sera violent. Voilà, plus ça dure et plus en fait les résolutions sont violentes. Dès lors, j'aimerais vous montrer un petit truc très intéressant. C'est ici, me semble-t-il, je vous avais fait cette petite fractale, et je l'ai déposé en fait dans le Discord, très récemment, on peut le zoomer très fort. On va reprendre en fait en arrière, je suis actuellement en daily, ici on voit que le cours monte, on est juste après le crack Covid, on a des open interest qui montent ici, on a un CVD spot en fait qui diminue, et un CVD sur les contrats futurs qui monte, résolution haussière. Ici vous avez en fait des CVD spots qui sont relativement à plat, voire très légèrement croissants, mais plutôt à plat. Vous avez un CVD sur les contrats futurs qui monte, vous avez un open interest qui explose, résolution haussière. Ici, vous avez, je regarde même pas les fundings, hein. Pour le coup, il y avait des fundings négatifs aussi ici, après très très positifs. Donc très positif, on craque, on vient chercher tous les acheteurs à découvert. D'ailleurs, on a une explosion au niveau des open interest. Ici, le ratio de short est dans la durée plutôt baissier. Vous avez une diminution au niveau des CVD spots, une augmentation au niveau des CVD sur les contrats futurs, résolution haussière. On continue, vous avez ici une latéralisation au niveau du cours, donc on est plutôt sur des latéralisations à chaque fois. Derrière, vous avez une explosion au niveau des open interest, vous avez le CVD spot qui continue à diminuer, de se déprécier. Vous avez une augmentation sur les contrats futurs. Résolution, je vous laisse choisir à votre camp. Bien évidemment, en sachant qu'on est à peu près dans la même situation qu'ici, hein. Vous avez vraiment une dépréciation au niveau du CVD ici, hein. Ici ça baisse, hop, ici ça remonte. Ici ça baisse, hop, ici ça remonte. Ici ça baisse, hop, ici ça remonte. Voilà, choisissez votre camp, mais c'est une fractale qui ne s'est passée, donc 4 backtests, 3 backtests, c'est pas vraiment représentatif bien évidemment, mais ça permet peut-être de vous créer un biais de confirmation supplémentaire par rapport à une possible résolution, et évidemment. Voilà pour ça. On fait les 3 petites news et on s'arrêtera là-dessus, très rapidement par rapport à ce qui se passe actuellement. Donc taux d'inflation de base, je le dis, je le répète, mais on le voit passer très régulièrement si vous êtes sur quelques vidéos YouTube, ça passe en boucle, mais c'est complètement normal. C'est ça qu'on veut, hein. C'est 8,1, le consensus. Si on est à 8,3, 8,2, même au niveau alors ça c'est le forecast, ça c'est le previous, ce qui est prévu en réalité, c'est 8,2. Le consensus c'est 8,1 et actuellement on est à 8,3. Honnêtement, si vous voyez un 7,9, c'est possiblement gagné, quoi. Ce sera en tout cas probablement bien pris par le marché. Je ne dis pas qu'on ira chercher une grosse mèche basse pour aller sortir tous les acheteurs à découvert. Je ne dis pas le contraire. Mais je dis juste que fondamentalement parlant, c'est clairement ce que les opérateurs de marché attendent pour appuyer sur le bouton. Soit on craque. Pourquoi on craque? Parce qu'on est sur des lots en réalité, soit on tient. Hein. Le discours, il est là. Hein. On s'est mis sur des lots. Ici sur le S&P 500, ici, en réalité, on met la Fed dos contre le mur. Le marché adore faire ça. Sur le Nasdaq, on est en train de décrocher, on est sur des lots, on est en train de les travailler, on clôture en dessous, c'est pas bon. Au niveau de Bitcoin, on est sur des lots, on est prêt à craquer, c'est pas bon. Bon, en gros, c'est actuellement la Fed qui décide de la suite au niveau des opérateurs et de la suite au niveau du marché. Soit ils nous poussent de la falaise, parce que pour le coup c'est vraiment eux qui ont la main là-dessus, et de toute manière si c'est pas eux qui ont la main, les opérateurs de marché regardent que ça, donc autant le regarder également bien évidemment. Donc soit ils nous poussent dans le précipice, soit ils nous tiennent bien fort et puis éventuellement on repart en haut de la montagne. Donc on peut éventuellement, c'est difficile à choisir, ces situations sont relativement rares. Et on comprend pourquoi la psychologie est dans la peur extrême actuellement, c'est complètement normal, mais c'est plutôt là qu'on achète, pour information. Voilà, c'est pas là qu'on commence à prendre des positions de vente à découvert, c'est plutôt ici, si vous n'êtes pas couvert, c'est plutôt la hausse qu'il faut choisir. Voilà, à choisir, il faut plutôt choisir la hausse. En tout cas, moi, c'est plutôt la vision que j'en ai, mais je ne suis pas complètement à l'abri de voir une augmentation à 8,4, 8,3, 8,5, 8, tout ce que vous voulez. Ce qu'on veut, c'est 8 ou moins. Voilà, comme ça, on est sûr, entre guillemets, qu'on a vraiment potentiellement vécu le pic, si vous voulez, inflationniste. Également, par rapport à la Fed, on reste sur un consensus actuellement au niveau des opérateurs de marché à plus 0,75, ce qui est en fait très élevé. Il ne faut pas se mentir là-dessus.
Ce qu'on voit en réalité sur un plus 0,75, si on reprend par rapport à nos Fed Funds, ici, c'est très élevé. Le consensus est ici. En réalité, on passerait au-dessus de nos taux directeurs au niveau de nos bons, et c'est pas bon, puisqu'en réalité, lorsqu'on fait un cross, on pousse dans les 6 à 9 mois en récession. Donc, en réalité, alors c'est très personnel ce que je vais vous dire, par rapport à ce que j'entends un petit peu à droite à gauche, etc. D'ailleurs, je vous partagerai une vidéo, on la regardera demain matin si vous voulez, par rapport à un économiste qui est passé sur Boursorama et qui dit qu'on est sur des bottoms de marché. Ou en tout cas, on n'y est vraiment pas très loin. Donc ça fait du bien en réalité d'entendre ça. Je ne voulais pas retrouver, j'aurais pu vous la retrouver. Bon, c'est pas grave, je vous la partage dans le Discord, ça dure 3 minutes, je trouve ça très intéressant. Donc en réalité, on n'est pas très nombreux à penser qu'on est potentiellement très proche de bottom de marché, même si dans nos agrégats et dans nos order flow, on a quand même l'impression que les gens sont plutôt chauds à acheter ce marché, mais en réalité, c'est normal d'acheter dans des bas de range. Il n'y a rien de plus normal. Acheter dans des zones de rechargement d'achat, il n'y a rien de plus normal. Donc c'est normal que ce soit extrêmement difficile sur ces niveaux de prix pour les vendeurs à découvert. Donc il n'y a pas 36 solutions. Ils attendent un catalyseur. Le catalyseur, c'est potentiellement demain. Ce soir 20h, éventuellement par rapport au discours au niveau du compte-rendu de la réunion au niveau du FOMC, et éventuellement demain au niveau de l'inflation. Ce sont des très gros catalyseurs. Voilà, si on est aujourd'hui sur des planchers, sur des supports, c'est bien qu'on attende ça. Et les vendeurs n'ont pas d'autre choix de faire ça, parce que sinon, en fait, ils se mettent en danger. C'est complètement normal. Donc faites très attention, donc on le dira jamais assez, mais je pense qu'on est tous d'accord par rapport à demain, vis-à-vis d'un fort taux de volatilité, et ça ne veut pas dire qu'on ne se retrouve pas au même endroit le soir. Hein. Mais il y aura de la volatilité, c'est certain. Donc, en réalité, on peut peut-être penser, et ça on le regardera, et je suis très curieux de le voir vendredi avant les clôtures de Wall Street, probablement de très belles clôtures si c'est dans notre sens par rapport à l'inflation, puisque le chômage est bon, parce que le PIB est potentiellement bon, et on va en parler bien évidemment. Les résultats des entreprises du mois de novembre vont probablement en surprendre plus d'un, c'est en tout cas ce que LVMH nous lance à demi-mot, donc c'est très intéressant aussi, on en parlera juste après. Donc 0,50, 0,75, actuellement le consensus est à 0,75, je le dis, je le redis, ce qui s'était passé sur un 0,50 il y a quelques mois en arrière, c'était en juillet dernier me semble-t-il, ou en juillet dernier, où en fait le consensus était passé en l'espace de 4 jours de 0,50 à 0,75, n'a pas été bon pour le marché. Mais passer de 0,75 à 0,50 sera potentiellement bon pour le marché, soyez-en sûrs, évidemment. Voilà pour ça. Quelques petites news. Exclusif, EDF gère plus de 150 nœuds Ethereum, donc ça va être déjà passé depuis quelques temps maintenant, puisqu'en réalité ça a été créé en 2020, c'est une filiale d'EDF. En somme, s'il est nationalisé, est-ce que ça voudrait dire que l'État possède 300 nœuds sur des protocoles type Tezos, type Atom Cosmos, type Polkadot, type Avalanche, type Ethereum, bien évidemment. La question reste ouverte. C'est une trentaine de personnes qui travaillent là-dedans. Ça peut tourner. C'est Grégory Raymond qui l'a partagé sur Twitter. Je l'ai repartagé. Je trouvais ça très rigolo puisque ça a eu un effet de buzz. Donc oui, effectivement, EDF. D'ailleurs, EDF est dans les télécommunications. EDF est dans plein de choses en réalité, dans la big data, etc. Il ne fait pas que mettre de l'électricité dans les câbles. Donc EDF, c'est une institution aujourd'hui. C'est une très grosse entreprise. Aujourd'hui, bientôt potentiellement détenue par l'État. Mais il y a beaucoup de filiales autour d'EDF. Et il y a des gens notamment qui travaillent sur les technologies blockchain. C'est plutôt positif, hein, c'est très intéressant. Si ça vous intéresse, ça s'appelle Exiaon. Donc n'hésitez pas à aller voir, c'est vraiment des solutions blockchain, etc. Pas de problème avec ça. Si ça vous intéresse, c'est là, je trouvais ça intéressant de vous en reparler. Très intéressant aussi. Vous vous rappelez qu'on avait fait une petite vidéo, un live, qu'on s'était projeté en 2027. Je voulais vraiment vous en rappeler parce que ça m'a fait beaucoup sourire. Google sélectionne Coinbase pour accepter les paiements cloud avec des crypto-monnaies et utilisera son outil de garde. Bon, c'est passé le 11, c'était donc hier. Et derrière, il nous propose éventuellement une possibilité de faire du swap entre 10 devises en crypto-actifs. Bitcoin, Bitcoin Cash, Dogecoin, Ethereum, Litecoin, le prix du Bitcoin, Dogecoin et Ethereum ont baissé de plus de 60%, etc. Il n'y a pas de problème avec ça. Bon, en gros, c'est prévu pour quand ? Début 2023. Waouh! Donc j'étais peut-être un petit peu en retard parce que je vous avais dit ici, Apple, Amazon, Meta, Tesla acceptent Bitcoin plus crypto. Donc j'étais plutôt là par rapport à ma perspective, on était plutôt vers 2025 pour appuyer, mais finalement on peut peut-être se retrouver ici pour essayer d'avoir des jolies rumeurs. Qui pousse la news. Je le rappelle toujours, buy the rumor, c'est the news dans un marché haussier. Mais c'est sell the rumor, buy the news dans un marché baissier. Ne nous trompons pas, ça marche plutôt pas mal. C'est toujours une psychologie inversée dans un marché tendanciel baissier. Voilà, pour ça, je trouvais ça très intéressant de vous en reparler. Dernière petite chose aussi. Ça, c'est, je pense, capital. MC Country World Index. Ça, alors, c'est si vous voulez, le 4500 entreprises.
Voilà, c'est grosso modo 4500 entreprises qui est très valorisé au niveau du S&P 500. Donc c'est vous savez, le All Countries World, je sais plus si c'est 2400, enfin c'est toutes les entreprises, beaucoup d'entreprises de côté. Donc c'est 25 ou 30%, c'est le S&P 500 qui est là-dedans en réalité. Donc c'est très similaire en fait au S&P 500, qui a été corrélé par rapport à des assouplissements monétaires ou en tout cas des politiques monétaires vis-à-vis de l'ensemble des banques centrales. Aujourd'hui, on estime à moins de 15% le nombre de banques centrales partout dans le monde qui sont plutôt dans un assouplissement monétaire ou dans une situation plutôt cool, je sais pas comment on dit ça le mot exact, on est plutôt pas laxiste mais favorable à une politique monétaire souple, voilà, on va plutôt dire ça. Donc c'est moins de 15% des banques centrales et en fait on se retrouve exactement en 2007-2006 par rapport à la crise financière. Donc on était exactement ici, quoi. Si vous voulez, on est là. Hein, juste là. Et c'est marrant parce qu'on est en train de voir une fractale. Les fractales, c'est sympa, mais quand elles sont corrélées à des données statistiques concrètes, c'est encore plus sympa. Donc ouais, actuellement, on se retrouve avec l'ensemble des banques centrales mondiales. En fait, il y en a, si vous voulez, quasiment 9 sur 10 qui sont aujourd'hui plutôt dans un resserrement monétaire plutôt que d'un assouplissement monétaire. En tête de gondole, la Fed et la BCE. Et côté plutôt assouplissement, on a la Banque d'Angleterre et la Bank of Japan, qui n'a pas du tout changé sa politique, bien évidemment, d'assouplissement quantitatif. Ça, je trouve ça très intéressant parce que on le sait. On le sait. Avant, on ne le savait pas, mais maintenant, on le sait. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc la Fed sait ce qu'elle est en train de faire. Dire qu'elle ne sait pas ce qui va se passer si elle continue à augmenter ses taux de façon agressive, elle le sait très bien. Par contre, il faut comprendre quelque chose de très important. On en a parlé dans le Discord avec quelques moments. La Fed sait exactement comment faire repumper les marchés. Elle connaît les outils, elle a des outils, elle diminue ses taux, elle relance le rachat de titres et le rachat d'obligations. Les marchés n'attendent que ça pour se redorer, si vous voulez, pour repumper. Donc en réalité, le problème de la Fed, c'est pas de sauver l'économie. Le problème de la Fed, c'est vraiment de tuer l'inflation et de revenir sur une inflation à 2%. Je pense que ce chiffre est énorme. Ça revient au même que nos ministres économiques. Bruno Le Maire, par exemple, va dire on aura une croissance de 3% ou 2% si vous voulez en 2023. Ça vous paraît fou quand même. Bon, bah, la Fed à 2% en 2023, c'est la même chose. Ça paraît juste fou. Donc il le dit de façon très claire, et il le matraque pour le coup, pour dire que ça prendra plus de temps que prévu. Mais plus de temps, ça veut dire 5 ans, ça veut dire 3 ans, ça veut dire 2 ans, ça veut dire plus de temps. Voilà, après, si vous êtes dans des petits papiers de Jérôme Powell, vous le savez probablement mieux que nous. Mais techniquement, on est sur des niveaux critiques. Et il faut le comprendre. Mais la Fed le sait. Et la Fed le voit. Donc elle n'est pas loin, entre guillemets, de pouvoir maîtriser ce cataclysme ou ce fameux crack. C'est pour ça qu'on peut partir du principe, d'un point de vue économique, elle sait exactement, en fonction de ses actes, ce qui va se passer. Mais pour l'inflation, elle ne sait pas. Parce qu'on avait vu dans une vidéo précédente, où Christine Lagarde et Jérôme Powell ne savent pas en fait et ne comprennent pas le mécanisme de l'inflation. Voilà, donc on est dans la même situation qu'en 2008. Le catalyseur, ça a été la crise financière, la crise des subprimes et la préfaillite de Lehman Brothers. On a des similitudes assez flagrantes avec Credit Suisse ou BNP Paribas ou d'autres banques aujourd'hui qui sont plutôt dans le viseur, bien qu'il y ait beaucoup d'outils financiers qui ont été mis en place, BAL 1, BAL 2, BAL 3 notamment en Europe, et généralement on ne tombe pas au même endroit. Si vous êtes tombé une fois, vous prenez rarement un coup au même endroit. Donc on peut partir qu'il y a peut-être un catalyseur qui va arriver, mais pour l'instant, personne ne le sait, sinon le marché serait déjà à plat aujourd'hui et les banques centrales auraient déjà réagi. Comprenez-le, hein. Si Credit Suisse tombe, la banque suisse intervient très probablement. Enfin, c'est quasiment une certitude absolue, vous pouvez l'imaginer. Et je pense que beaucoup d'États interviendront, ou enfin beaucoup de banques centrales interviendront par rapport à ça. Mais on est sur un niveau réellement critique. Donc on le sait, on le voit, on le constate, malgré bien qu'il y ait des fractales, bien évidemment, qui peuvent se mettre en place. On continue avec d'autres petites news. Le gouverneur de la Banque de France appelle les banques centrales à accorder leur politique monétaire. Donc bon, on peut se moquer, toujours des photos très bien prises. J'aime beaucoup en fait son approche, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, on s'en fiche, c'est juste par rapport à ce que Jérôme Powell avait dit. En fait, il devait y avoir une prévisibilité mutuelle à l'élaboration de la politique. Nous parviendrons à une solution plus proche d'une coopération si nous évitons les surprises importantes entre les décideurs politiques. Et c'est vrai ce qu'il dit. En réalité, chaque banque, entre guillemets, la Belgique remonte de 2% ou de 1%. La Suisse remonte à la surprise générale de 0,25 points ou de 0,50 points. La Fed augmente, mais elle le dit plutôt pas mal. Mais en fait, il y a ou l'Australie encore qui remonte c'est à 0,50 ou 0,75 points de base, ou voire 1%. En fait, personne ne se coordonne.
tout le monde en fait crée de l'incertitude au niveau des places financières, donc c'est pas ce qui est bon en réalité pour le marché, on peut bien sûr le comprendre. Et Jérôme Powell avait dit en 2019 que poursuivre nos mandats nationaux dans ce nouveau monde exige que nous comprenions les effets anticipés de ces interconnexions et que nous les intégrerons dans notre prise de décision politique. Ça, c'est une phrase de lui en 2019. C'est lui qui l'a dit. On le sait, on y va, pourquoi on le fait pas ? Puisqu'on l'avait dit et on le savait en fait quand on est sorti de crise. En réalité, en 2018, rappelez-vous, on était au même moment, même situation en 2018 où tout devait s'effondrer. Pourquoi ils ne se coordonnent pas ? Pourquoi chacun fait ses trucs de leur côté ? On se pose la question, bien évidemment. Je finis très rapidement sur ces deux petites news. LVMH affiche une croissance interne de 19% au troisième trimestre. C'est très légèrement au-dessus des attentes. Le marché ne l'a pas, entre guillemets, pris de façon excessive. On est quand même sur des hautes valorisations au niveau des LVMH. Mais ça peut peut-être vous donner une toute petite piste de réflexion par rapport à Apple. Beaucoup vont attendre les résultats d'Apple, je pense qu'ils seront meilleurs que prévu, pour le coup, je pense qu'ils seront dans les attentes, voire un petit peu au-dessus, puisqu'en réalité, on attendait juste le déconfinement de la Chine pour pouvoir acheter des sacs Louboutin. Enfin, c'est juste dingue. Et c'est intéressant de voir ça, puisque les gens qui ont de l'argent vont dépenser plus, et je le rappellerai toujours, dans les périodes d'inflation importantes, on dépense plus vite mais mieux. C'est super important. Donc en réalité, ce qu'on est en train de voir par rapport à l'iPhone 14, je suis très surpris de voir les ventes de l'iPhone 14 Pro, moi, à travers le monde. Donc on va acheter des choses plus chères parce qu'on pense les garder plus longtemps, donc on va chercher la performance parce qu'on a peur que ça augmente beaucoup plus. Et inconsciemment, vous me le dites dans les commentaires si vous me suivez sur cette vision-là, je pense que si aujourd'hui vous décidez d'acheter un iPhone 14, et ben inconsciemment vous savez qu'il vous durera probablement moins longtemps en termes de performance qu'un iPhone 14 Pro. Et ce pour $150 de plus. Point d'interrogation. En réalité, si on est dans une situation pour dire qu'on va avoir une inflation galopante, qu'on va payer nos produits beaucoup plus chers, vous allez plutôt chercher un iPhone 14 ou plutôt acheter un iPhone 14 Pro en sachant, on l'a vu ensemble, au niveau des taux de carte de crédit aux États-Unis, ça pète les plafonds. On fait de la dette et on continue du crédit revolving à tire-larigot aux États-Unis. C'est dramatique, on peut s'alerter par rapport à ça, mais le marché il s'en fiche. Le marché en fait s'équilibrera en fonction des informations qu'il a à l'instant T. Et je pense qu'on aura des bonnes informations et LVMH peut nous donner indirectement une petite puce à l'oreille par rapport à ça. Dernière chose, et je finirai cette vidéo là-dessus, 32 minutes, je pensais pas faire une vidéo aussi longue, j'en suis désolé. Au niveau du fret, la logistique mondiale va beaucoup mieux. Formidable. Et c'est une très mauvaise nouvelle, bien évidemment. Ça, c'est clairement le monde qui tombe en récession. Si vous avez une chute extrêmement brutale au niveau du fret maritime, au niveau des coûts de fret maritime, donc on essaiera de retrouver des zones d'avant, et généralement des zones d'avant-crise. Vous l'avez ici au niveau du petit graphique. Donc ceci, en fait, est pour beaucoup alarmiste. Ça veut dire qu'il y a moins de marchandises qui circulent, etc. Oui et non, puisqu'on peut revenir sur des niveaux d'avant-crise relativement bas, aux alentours des 1400. Vous voyez, en 2019, etc., on peut revenir sur des niveaux de fret maritime. C'est le Container Freight Rate Index de janvier 2019 à 2022. On peut revenir sur des niveaux beaucoup plus bas, et ça ne veut pas dire que les échanges mondiaux sont en berne. Mais ce qui est intéressant, c'est si on est dans cette psychologie pour dire ça baisse, donc j'en profite, parce que c'est ça la réalité. Quand ça baisse fort comme ça, et que vous avez besoin en fait d'envoyer des marchandises, un peu partout, on sait que ça se déconfine en Chine actuellement, vous achetez vite. Donc ça crée toujours, si vous voulez, une pression acheteuse au niveau du fret. Et vous l'achetez pour plus tard, en réalité pendant 3 mois, pendant 6 mois, mais vous êtes sûr de le payer $4000. Parce que c'est toujours très présent dans notre esprit. On pense que ça peut remonter à tout moment. Vous savez, c'est comme les marchés financiers. Enfin, je le reprends par rapport à ça. Mais lorsqu'on se met en weekly, et je finirai c'est très psychologique en fait. Quand on est là, en réalité, on le prend ici, on pense que c'est le dip, je rachète parce que ça va repartir fort. Pour le fret, c'est à peu près la même chose. Ici, j'achète très massivement parce que ça va repartir fort. Bon, quand ça craque complètement, on dit bon, ok, mais on sera en récession. Vous voyez ce que je veux dire ? Donc n'ayons jamais raison trop tôt sur les marchés financiers parce que tout est bon pour s'alarmer. Attendons demain, ce sera un catalyseur. Merci à tous et à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. J'espère que j'ai pas été trop décousu, mais vous voyez des bonnes nouvelles qui n'accompagnent pas ce prix, pour le coup. Donc je pense qu'on baillera la rumeur, mais on attend surtout le catalyseur. Donc partez du principe que les opérateurs de marché ont 24 heures le doigt en fait juste au-dessus du bouton sell ou buy. Donc je pense que c'est à peu près comme ça qu'on attend et on attendra bien sûr et on suivra de près le compte rendu au niveau de la Fed dans la soirée. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. On se retrouve demain dans une prochaine vidéo du Bitcoin. Ciao.